En juin 2025, le Pentagone a reconnu publiquement ce que les opérateurs militaires savaient déjà depuis des décennies. L'US Air Force a orchestré 70 ans de désinformation systématique sur les ovnis. 70 ans de mensonges délibérés, de fausses photographies officiellement distribuées et de témoignages fabriqués dans un seul but: dissimuler les avions furtifs pour que les soviétiques ne les découvrent pas. Mais cet aveu officiel, documenté et vérifiable, ne fait que rendre le problème encore plus impossible à résoudre. Car si le Pentagone ment officiellement depuis 70 ans au sujet de photographies, comment pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit que les opérateurs de la zone 51 disent avoir vu? C'est cette contradiction centrale qui rend tout témoignage sur la zone 51 simultanément faux, vrai et impossible à vérifier. Et c'est exactement cette impossibilité que nous devons célébrer. La zone 51 n'est pas seulement une base militaire. C'est le site le plus classifié de tout le système militaire américain, opérant à des niveaux de secret qui n'existent techniquement même pas dans les manuels officiels. Groom Lake, Nevada, officiellement connu sous le nom de Homey Airport ou Groom Lake Facility. Depuis 1955, ce complexe au milieu du désert a été l'épicentre du développement de la technologie aérospatiale américaine, et aussi l'épicentre d'une désinformation systématique. Pendant des décennies, l'US Air Force a purement et simplement nié l'existence même de la base. Les pilotes commerciaux apercevaient les lumières étranges. Les habitants du coin entendaient les rugissements des tests nocturnes. Mais officiellement, la zone 51 n'existait tout bonnement pas. Ce déni catégorique a créé le décor parfait pour ce que le Pentagone avoue maintenant avoir organisé sciemment. Un véritable mur de désinformation si épais que la vérité et le mensonge se sont confondus complètement. Voici ce que nous savons avec certitude, d'après des documents déclassifiés et des aveux officiels du Pentagone en juin 2025. Dans les années 1980, un colonel de l'US Air Force a reçu une mission officielle, distribuer de fausses photographies de soucoupes volantes à des journalistes, des ufologues et même des officiers de renseignement d'autres pays. L'objectif n'était pas le divertissement, c'était la défense nationale. L'Union soviétique cherchait désespérément à découvrir ce qui était testé à Groom Lake. Les satellites soviétiques capturaient des images floues d'aéronefs étranges. Les agents de renseignement recueillaient des récits d'observation. Et le Pentagone a réalisé quelque chose de brillant. Au lieu d'essayer de cacher complètement les tests, il pouvait cacher la vérité sous les yeux de tous, en l'enterrant sous des couches de désinformation délibérée. La tactique avait un nom de code, Yankee Blue. Et voici comment elle fonctionnait. Des officiers de haut rang étaient initiés lors d'un rituel où ils recevaient des dossiers contenant des photos de soucoupes volantes, des documents sur des rencontres extraterrestres et des témoignages d'opérateurs ayant prétendument vu de la technologie extraterrestre. On disait à ces officiers qu'ils recevaient des informations classifiées de sécurité maximale, et techniquement, c'était le cas. Mais l'information était intentionnellement fausse. Le but était triple. Premièrement, créer un récit alternatif si convaincant que toute observation réelle d'aéronefs expérimentaux comme le F-117 Nighthawk serait automatiquement associée aux ovnis et écartée comme étant de la fantaisie. Deuxièmement, occuper les ressources de renseignement soviétiques avec des chasses inutiles à des preuves extraterrestres inexistantes. Troisièmement, et c'est le plus troublant, créer une armée de témoins sincèrement convaincus d'avoir vu des preuves de technologie extraterrestre. Car voici la partie que le Pentagone a admise en juin 2025 et qui rend tout encore plus compliqué. Beaucoup de ces officiers croyaient vraiment à ce qu'ils voyaient. Ils n'étaient pas des complices conscients de la désinformation. Ils étaient victimes d'un programme psychologique conçu pour créer une croyance authentique en une fausse information. Lorsque ces officiers témoignaient publiquement au sujet de soucoupes volantes, ils ne mentaient pas au sens conventionnel du terme. Ils rapportaient sincèrement ce qu'on les avait conditionnés à croire. Cela crée une catégorie entièrement nouvelle de témoignages. Des déclarations sincères sur des événements fabriqués. L'officier ne ment pas. Il y croit vraiment. Mais la croyance a été installée intentionnellement par ses supérieurs dans le cadre d'une opération de désinformation nationale. Et c'est là que l'impossibilité devient absolue. Comment faire la distinction entre un officier qui a été trompé par le programme Yankee Blue et un officier qui a vraiment vu quelque chose de véritablement inexplicable dans la zone 51? La réponse est simple et dévastatrice. Il est impossible de faire la distinction. Parce que le Pentagone,
En créant des opérateurs qui croient sincèrement à une désinformation fabriquée, a détruit la possibilité même d'un témoignage fiable. Chaque déclaration d'un opérateur de la zone 51 porte désormais 3 couches de doute. Il peut mentir délibérément, il peut avoir été trompé par Yankee Blue et croire sincèrement à quelque chose de faux, ou il peut rapporter quelque chose de véritablement inexplicable que le Pentagone ne veut pas que nous sachions. Et les 3 options sont tout aussi plausibles. Regardons ce que nous savons du programme Yankee Blue sur la base des aveux du Pentagone. L'objectif déclaré était de protéger le développement du F-117 Nighthawk, le premier chasseur furtif opérationnel. Dans les années 1980, lorsque le F-117 était testé à Groom Lake, son apparence était véritablement étrangère. Des angles impossibles, une absence de courbe, une surface absorbant les ondes radar. Lorsque des pilotes civils ou même des militaires non autorisés apercevaient le F-117 lors de vols de nuit, leur description ressemblait à de la science-fiction. Le Pentagone aurait pu simplement tout nier, mais ils ont opté pour une stratégie plus sophistiquée. Confirmer les observations, mais les attribuer à des ovnis. Diffuser de fausses photographies ressemblant vaguement au F-117, mais suffisamment différentes pour détourner l'attention des véritables détails techniques. Créer des témoins qui croient sincèrement avoir vu des vaisseaux extraterrestres. Et puis, quand le F-117 sera finalement révélé au public en 1988, toute l'hystérie autour des ovnis pourra être rejetée rétroactivement comme de la paranoïa. Et cela a fonctionné à la perfection. Si bien que même aujourd'hui, en 2025, alors que le Pentagone admet publiquement l'existence de Yankee Blue, les gens débattent encore pour savoir si le programme était réel ou si l'aveu du Pentagone n'est lui-même qu'une couche supplémentaire de désinformation. Car c'est là le coup de maître d'une campagne de désinformation réussie. Créer tellement de niveaux de doute que même les aveux officiels de tromperie ne peuvent être crus. Le Pentagone dit avoir menti. Mais disent-ils la vérité sur ce mensonge? Ou l'aveu du mensonge est-il lui-même un mensonge pour cacher une vérité plus profonde? Vous voyez le problème. Chaque couche de révélation ne fait que créer plus d'impossibilités. C'est là que cela devient personnellement pertinent pour les opérateurs individuels. Imaginez que vous êtes un officier de renseignement dans les années 80, travaillant avec une accréditation de sécurité maximale à Groom Lake. Vous êtes convoqué dans une salle sécurisée. Un colonel que vous respectez, avec 30 ans de service, ouvre un dossier classifié et vous montre des photos d'un vaisseau aux caractéristiques défiant tout ce que vous savez sur l'aérodynamisme. Il explique, d'un ton grave, que ce que vous allez voir ne doit jamais sortir de cette pièce. Vous regardez les clichés. Vous feuilletez les dossiers. Vous écoutez le témoignage d'autres officiers qui ont été dans cette même pièce les années précédentes. Tout paraît officiel, authentifié, tangible. Et puis vous signez des clauses de confidentialité sous menace de haute trahison si vous révélez ce que vous venez de voir. 20 ans plus tard, vous prenez votre retraite. Et finalement, sur votre lit de mort, vous décidez de révéler la vérité. Vous le dites à votre famille, aux journalistes, au monde entier. J'ai vu la preuve d'une technologie extraterrestre dans la zone 51. Vous ne mentez pas, vous y croyez vraiment. Mais le Pentagone a programmé cette croyance en vous en 1985 dans le cadre de Yankee Blue. Vous êtes simultanément un témoin sincère et un vecteur de désinformation. Votre honnêteté est réelle. Mais votre témoignage est faux. Et vous ne saurez jamais la différence. C'est la cruauté géniale du programme Yankee Blue. Il ne trompe pas seulement les ennemis étrangers. Il trompe les opérateurs américains eux-mêmes, les transformant en témoins permanents d'événements qui n'ont jamais eu lieu, mais auxquels ils ont sincèrement assisté. Car la mémoire humaine ne distingue pas entre les véritables expériences et les expériences simulées de façon convaincante quand elles sont présentées par des autorités dignes de confiance dans des contextes ultra sécurisés. Si un colonel que vous respectez vous présente des preuves dans une salle blindée, votre cerveau l'enregistre avec exactement la même solidité que si vous aviez vu le vaisseau directement. Le simulacre devient indissociable du réel. Et le Pentagone le savait. C'est exactement pour cette raison que Yankee Blue a été conçu ainsi. Maintenant, voici le problème que l'aveu du Pentagone en juin 2025 ne résout pas. Ils ont admis que Yankee Blue a existé. Ils ont confirmé que de fausses photos ont été officiellement diffusées. Ils ont documenté que des officiers ont été délibérément trompés. Mais ils n'ont pas révélé combien d'opérateurs ont été touchés, quels témoignages spécifiques ont été implantés, ou si le programme continue de fonctionner sous un autre nom. Nous en sommes donc exactement au même point,
mais avec une couche supplémentaire de confusion officielle. Parce que nous savons maintenant avec certitude que le Pentagone ment systématiquement. Nous savons que des officiers de haut rang ont été utilisés comme vecteurs de désinformation à leur insu. Nous savons que des témoignages sincères peuvent être entièrement fabriqués. Mais nous ne savons pas quels témoignages sont réels, lesquels ont été implantés, et lesquels étaient véritablement inexplicables, et ont ensuite été enterrés sous Yankee Blue pour les dissimuler. Les trois catégories existent, et elles sont indiscernables. Et cela nous amène à la question qui va guider tout ce qui va suivre. Si l'aveu officiel du Pentagone n'explique que les fausses photos, qu'en est-il des opérateurs qui ont réellement vu des choses à l'intérieur de la zone 51? Pas des photos, pas des documents, mais des objets physiques, des tests en direct, une technologie opérationnelle dont ils ont été les témoins directs. Car Yankee Blue explique comment des témoignages peuvent être fabriqués par des rituels de conditionnement psychologique. Mais cela n'explique pas les témoignages d'opérateurs ayant travaillé directement avec ce qui est testé dans ces installations souterraines. Et ces témoignages existent, en nombre. Avec des détails techniques qui n'auraient pas pu être inventés à partir de fausses photos ou de documents implantés. Alors, si Yankee Blue était réel et que la désinformation officielle est documentée, que faisons-nous des témoignages qui vont au-delà de ce que Yankee Blue pourrait expliquer? Pour comprendre pourquoi cette question n'a pas de réponse possible, nous devons nous pencher sur le cas le plus célèbre et le plus controversé de témoignages sur la zone 51. Bob Lazar, le physicien qui a affirmé avoir travaillé sur la propulsion extraterrestre dans une installation appelée S4, près de Groom Lake. Bob Lazar a révélé publiquement en 1989 des accusations qui allaient marquer définitivement la mythologie de la zone 51. Lors d'une interview exclusive avec Class TV à Las Vegas, le visage dissimulé dans l'obscurité et la voix modifiée numériquement, il a dévoilé ce qui paraissait être la révélation du siècle, de véritables vaisseaux spatiaux extraterrestres, étudiés par le gouvernement américain dans une installation secrète appelée S4, au sud de la zone 51. Les affirmations étaient extraordinaires. Lazar prétendait avoir travaillé en tant que physicien spécialisé dans les systèmes de propulsion sur 9 soucoupes volantes d'origine extraterrestre. Il a décrit avec des détails techniques précis le fonctionnement de ces vaisseaux, utilisant un élément chimique encore inconnu sur Terre, l'élément 115, comme source d'énergie pour créer des champs gravitationnels qui distordaient l'espace-temps autour du vaisseau. Il a dessiné des diagrammes, il a expliqué la physique avancée, il a fourni des dates précises où il avait emmené des amis assister à des tests de vol dans le désert près de la zone 51. Il a même réussi un test au détecteur de mensonges mené par un ancien agent du FBI, affirmant qu'il disait la vérité. Et le monde l'a cru. Des documentaires ont vu le jour. Des essais ont été publiés. Bob Lazar est devenu la personnalité la plus emblématique de la zone 51 de tous les temps. Il incarnait la preuve tangible que tout ce que nous soupçonnions sur les soucoupes volantes, sur la technologie venue d'ailleurs enfouie dans le désert du Nevada, était vrai. Mais c'est là que l'impossibilité commence à se révéler. Car dans les années qui ont suivi, des enquêteurs indépendants ont commencé à vérifier chaque détail de l'histoire de Bob Lazar. Et chaque vérification, sans exception, détruisait sa crédibilité. D'abord, ses diplômes universitaires. Lazar prétendait détenir 2 masters, l'un du MIT en physique et l'autre du California Institute of Technology en électronique. Les enquêteurs ont contacté les 2 institutions. La réponse fut catégorique. Bob Lazar n'y a jamais étudié. Aucun dossier d'inscription, aucun dossier de diplôme, rien. Zéro. Lorsqu'il a été mis sous pression, Lazar a prétendu que le gouvernement avait effacé ses dossiers universitaires pour le discréditer. Mais voici le problème. Les enquêteurs ont retrouvé les annuaires de ces universités pour les années où Lazar prétendait y avoir étudié. Son nom n'y figure pas. Pas de photo, pas de mention, rien. On n'efface pas quelqu'un d'annuaire imprimé des décennies plus tôt. Ensuite, son emploi à la zone 51. Lazar affirmait avoir travaillé pour le renseignement naval via un contrat avec une société appelée UGNG. Les enquêteurs ont contacté UGNG. Aucune trace de Bob Lazar. Ils ont contacté le laboratoire national de Los Alamos, où Lazar prétendait avoir travaillé auparavant. Aucun dossier officiel d'emploi. Mais attendez, les enquêteurs ont trouvé le nom de Bob Lazar dans un annuaire téléphonique interne de Los Alamos de 1982. Il était là. Sauf que ce n'était pas en tant que physicien. Il était listé comme technicien sous contrat pour une entreprise tiers, et non comme scientifique du laboratoire. Lazar a alors prétendu que sa seule véritable fiche de paie de la zone 51 avait été émise par une division du département du renseignement naval appelée MAJ 12. Les historiens savent que le MAJ 12 est une fraude conspirationniste bien connue des années 1980,
de faux documents créés pour perpétuer les mythes sur les ovnis. La fabrication ne s'arrêtait pas là. En 1990, Bob Lazar a été arrêté pour son implication dans un réseau de prostitution au Nevada. En 2006, il a été poursuivi pénalement pour avoir vendu des équipements et des produits chimiques illégaux via sa société, United Nuclear. Il a plaidé coupable. Mais le coup de grâce est venu lorsque les scientifiques ont finalement réussi à synthétiser l'élément 115 en laboratoire en 2003. Lazar avait affirmé que cet élément avait des propriétés antigravitationnelles uniques. Lorsqu'il a finalement été créé, l'élément 115, officiellement nommé moscovium, n'a démontré aucune propriété gravitationnelle spéciale. Ce n'était qu'un autre élément super lourd et instable qui se désintégrait en quelques millisecondes. Zéro preuve fournie. Zéro technologie extraterrestre. Zéro information d'initié vérifiable. Un casier judiciaire documenté. Une éducation fabriquée. Un emploi fabriqué. Tout, absolument tout ce qui pouvait être vérifié, était un mensonge. Alors affaire classée, n'est-ce pas? Bob Lazar est un fraudeur avéré. Un escroc qui a inventé une histoire élaborée pour gagner la gloire et l'argent. Fin de la discussion. Mais non. C'est ici que nous entrons dans la première véritable couche de l'impossibilité. Car pendant que Bob Lazar était systématiquement exposé comme un affabulateur, quelque chose d'autre se passait en coulisses. En 1997, 8 ans après que Lazar se soit exprimé publiquement, le Pentagone a finalement admis quelque chose d'extraordinaire. Pendant des décennies, ils avaient mené des opérations de désinformation délibérées sur les ovnis. Des opérations qui incluaient la création de faux témoignages, la fabrication d'observations, l'implantation d'informateurs qui répandraient des histoires élaborées et complètement fausses sur la technologie extraterrestre. L'objectif était simple. Si vous testez des aéronefs expérimentaux ultra secrets dans le désert du Nevada et que quelqu'un voit quelque chose, il vaut mieux qu'il pense avoir vu des extraterrestres plutôt qu'il ne découvre ce que vous développez réellement. Et voici le problème absolu. Si le gouvernement admet avoir créé intentionnellement de faux témoignages sur la zone 51 et les extraterrestres, et que Bob Lazar est, preuves à l'appui, un menteur. Comment savons-nous que Lazar ne dit pas la vérité? Pensez à la logique circulaire. Si Lazar était un véritable agent révélant de vrais secrets, le gouvernement aurait tout intérêt à le faire passer pour fou. Effacer ses dossiers. Créer des incohérences dans son histoire. L'impliquer dans un scandale de prostitution. Fabriquer un procès criminel. Faire exactement ce qui a été fait. Mais si Lazar était un agent de désinformation placé par le gouvernement pour répandre de fausses histoires sur les extraterrestres pendant qu'ils testèrent des avions secrets, il ferait aussi exactement cela, créer une histoire si élaborée puis la démentir systématiquement, créant tant de bruit que personne ne prêterait attention à ce qui se passait vraiment dans le désert. Et si Lazar n'était qu'un escroc opportuniste, sans aucun lien avec le gouvernement, inventant tout pour devenir célèbre? Eh bien, le résultat serait exactement le même aussi. 3 scénarios complètement différents, les mêmes preuves, la même impossibilité de connaître la vérité. C'est ce qui arrive quand on a un menteur avéré au sein d'un système de mensonges avéré. Vous ne pouvez pas faire confiance à Lazar. Vous ne pouvez pas faire confiance au Pentagone. Et vous ne pouvez pas écarter complètement la possibilité qu'une vérité soit enfouie sous des couches de mensonges intentionnels. C'est l'impossibilité parfaite. Le paradoxe du fabricateur. Si tout ce qu'il dit est un mensonge, et que le système admet mentir à propos de gens comme lui, comment savoir si le mensonge n'est pas la vérité? Et Bob Lazar le sait. En décembre 2025, plus de 36 ans après avoir brisé le silence, il apparaît toujours dans des documentaires. Il donne encore des interviews. Il est toujours cité comme l'opérateur le plus célèbre de la zone 51, bien qu'il ait été complètement discrédité. Parce que l'impossibilité est lucrative. Le doute fait vendre. La confusion génère de l'audience. Mais Lazar était un contractuel civil. Quelqu'un sans serment de sécurité militaire. Quelqu'un en dehors de la chaîne de commandement formelle. Facile à discréditer. Facile à ignorer. Et que dire des opérateurs militaires authentiques? Des hommes avec des dizaines d'années de carrière. Des hommes avec des accréditations top secrètes SCI confirmées. Des hommes qui ont prêté serment de préserver les secrets sous peine d'incarcération à vie. Des hommes qui n'ont rien à y gagner et tout à y perdre en parlant. Et qu'en est-il de ceux qui disent avoir vu quelque chose à l'intérieur de la zone 51, qui n'était ni de la technologie humaine, ni extraterrestre, mais quelque chose de complètement différent? Quelque chose qui défie toutes les catégories que nous connaissons? Car voici la vérité troublante. Si l'impossibilité existe avec Bob Lazar, un menteur confirmé,
Imaginez ce qui se passe lorsque de vrais opérateurs militaires commencent à parler. Des opérateurs aux antécédents vérifiables, aux carrières impeccables, avec tout à perdre. C'est là que l'impossibilité devient vraiment troublante. Et c'est exactement de cela dont nous devons parler maintenant. En octobre 2025, une déclassification a révélé que le Pentagone ne se contentait pas de planter de fausses photos. Il implantait de faux souvenirs. Le document publié le 30 octobre 2025 contenait des témoignages jusqu'alors classifiés de Sidney Gottlieb, le chimiste de la CIA qui a dirigé le programme MKUltra de 1953 à 1973. 50 ans après son témoignage devant la commission Church du Congrès en 1975, toute la vérité a enfin éclaté. Et la vérité était plus sombre que tout ce qu'une théorie du complot aurait pu imaginer. Gottlieb ne faisait pas qu'expérimenter des drogues, il développait des armes psychologiques. Modification du comportement par l'exposition au LSD. Implantation de fausses perceptions chez des sujets inconscients. Coordination de complots d'assassinat utilisant des planques secrètes de la CIA pour tester des drogues. Mais l'aspect le plus troublant du programme MKUltra n'était pas ce qui avait été fait. C'est que ça a marché. Le programme MKUltra a démontré une capacité confirmée à implanter de faux souvenirs chez des sujets humains. Pas théoriquement, pas hypothétiquement, de façon prouvée. Les gens se souvenaient d'événements qui n'avaient jamais eu lieu. Ils avaient des souvenirs vivaces d'expériences qui avaient été artificiellement insérées dans leur esprit. Ils croyaient absolument à des choses objectivement fausses. Et ils ne savaient pas que leurs souvenirs étaient fabriqués. Pensez à ce que cela signifie. La première couche du piège de l'impossibilité était l'information classifiée. Les opérateurs ne peuvent pas parler de ce qu'ils ont vu. La deuxième couche était la désinformation délibérée. Le Pentagone plantant de fausses photos pour brouiller la vérité. La troisième couche est psychologique. Et si les opérateurs de la zone 51 n'étaient pas seulement empêchés de dire la vérité? Et s'ils ne savaient pas quelle était la vérité? Et si leurs propres souvenirs avaient été modifiés? Le cas de Frank Olson illustre jusqu'où le programme MKUltra était prêt à aller. Frank Olson était un savant de l'armée américaine. Biochimiste de profession. Il menait des recherches sur les armes biologiques pour le ministère de la Défense. En novembre 1953, Olson a pris part à un séminaire à Deep Creek Lake, dans le Maryland, aux côtés de ses confrères de la division des opérations spéciales. Au cours de cette retraite, Sidney Gottlieb a secrètement drogué Olson et d'autres participants au LSD, à leur insu et sans leur consentement. Olson était un sujet involontaire d'une expérience de la CIA. 20 minutes après avoir consommé la boisson contaminée, Gottlieb a informé le groupe qu'ils avaient été drogués. Mais le mal était fait. Olson a commencé à éprouver une paranoïa et une anxiété profonde. Son état mental s'est rapidement détérioré au cours des jours suivants. 9 jours après l'ingestion, le 28 novembre 1953, Frank Olson est tombé de la fenêtre du 13e étage de l'hôtel Statler à New York. Il est mort sur le coup. La CIA a classé sa mort comme un suicide. La famille d'Olson a accepté cette explication pendant 22 ans. Puis, en 1975, lors des auditions de la commission Church, la vérité a commencé à émerger. L'administration Ford a admis qu'Olson avait été drogué au LSD à son insu. En 1976, le gouvernement des États-Unis a versé 750 000 $ à la famille Olson dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Le gouvernement a effectivement admis sa responsabilité dans la mort de Frank Olson. Mais il n'a jamais admis le meurtre. Seulement qu'une expérience non autorisée avait conduit à des conséquences tragiques. En 1994, la famille a exhumé le corps d'Olson. Un examen médico-légal a révélé un hématome crânien compatible avec un coup à la tête porté avant la chute. Le médecin légiste a conclu que la blessure était incompatible avec une chute ou un suicide. Frank Olson a peut-être été assassiné pour l'empêcher de révéler des informations sensibles sur le programme MKUltra. Or, voici ce qui rend cette affaire absolument glaçante dans le contexte de la zone 51. Le projet MKUltra opérait précisément durant la période du secret absolu à la zone 51. Les années 1950 à 1970 correspondent à l'époque où les essais du U-2, le programme Oxcart, les tests du A-12 et d'autres opérations classifiées allaient bon train. Et nous savons désormais avec une certitude absolue que durant cette même période, la CIA menait des expériences systématiques de contrôle mental. Elle manipulait les mémoires. Elle droguait des gens sans leur consentement. Elle était prête à tuer pour protéger ses secrets. Le programme MKUltra n'était pas une anomalie. C'était une politique officielle. En 1973, le directeur de la CIA Richard Helms a ordonné la destruction de tous les dossiers MKUltra avant que le Congrès ne puisse enquêter. La plupart des documents ont été détruits.
Les preuves qui ont survécu n'existent que parce que quelques dossiers ont été mal archivés et ont échappé à la destruction. Ce que nous savons du MKUltra n'est qu'une fraction du programme complet. Le reste a été délibérément effacé. Considérez maintenant le protocole Yankee Blue, mentionné dans la déclassification de septembre 2024, concernant les opérateurs de la zone 51. Le document affirmait que le personnel de la zone 51 avait été induit via le protocole Yankee Blue, avant d'être autorisé à témoigner sur des incidents spécifiques. Induit. Pas interrogé. Pas interviewé. Induit. L'induction est un terme technique en psychologie. Il fait référence au processus d'altération de l'état mental d'un sujet pour le rendre sensible à la suggestion. C'est utilisé en hypnose. C'est utilisé dans les interrogatoires. Et, selon les documents MKUltra, cela a été utilisé dans des expériences de modification de la mémoire. Si les opérateurs de la zone 51 ont été soumis au protocole Yankee Blue, ils n'ont pas seulement été empêchés de parler de ce qu'ils ont vu. Ils ont peut-être vécu des choses qui ne sont jamais arrivées. Ils peuvent avoir des souvenirs authentiques d'événements fabriqués. Ils peuvent croire absolument en des choses qui ont été implantées dans leur esprit par exposition pharmacologique ou par des techniques d'induction psychologique. Et ils n'auraient aucun moyen de le savoir. C'est la troisième couche du piège de l'impossibilité. Ce n'est pas seulement que les opérateurs ne peuvent pas parler. Ce n'est pas seulement que les preuves ont été contaminées par une désinformation délibérée. C'est que les témoins eux-mêmes ont peut-être été psychologiquement compromis. Et si un opérateur se souvient vivement d'avoir vu une entité non humaine dans la zone 51 ? Et si ce souvenir était aussi réel que n'importe quel autre souvenir de sa vie ? Et s'il a passé 40 ans à y croire absolument ? Comment serait-il si ce souvenir a été implanté ? Le document d'octobre 2025 sur le MKUltra a prouvé que la technologie pour faire cela existait. Il a prouvé que le gouvernement était prêt à l'utiliser sur des citoyens américains sans leur consentement. Il a prouvé qu'il était prêt à tuer pour protéger ses secrets. Et il a prouvé que la période d'opération du MKUltra coïncidait parfaitement avec la période de plus grand secret de la zone 51. Frank Olson a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il a été drogué au LSD à son insu. 9 jours plus tard, il était mort. 22 ans plus tard, le gouvernement a admis sa responsabilité. 41 ans plus tard, des preuves médico-légales ont suggéré un meurtre. Mais voici la question la plus effrayante de toutes. Olson était un scientifique du département de la Défense avec une habilitation de sécurité. Il travaillait sur des armes biologiques pour le gouvernement des États-Unis. S'il n'était pas protégé contre MKUltra, qui l'était ? Certainement pas les opérateurs de la zone 51. Ces opérateurs ont été soumis aux protocoles de sécurité les plus intenses jamais développés par le gouvernement américain. Ils ont été isolés dans l'une des installations les plus secrètes de la planète. Ils ont été légalement menacés de prison s'ils parlaient. Et, selon les documents désormais disponibles, ils ont peut-être été induits via des protocoles incluant la modification de la mémoire. L'impossibilité n'est pas seulement que nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est réellement passé dans la zone 51. C'est que les opérateurs eux-mêmes ne le savent peut-être pas. Leurs souvenirs peuvent être à la fois authentiques et faux. Ils peuvent avoir des souvenirs vifs d'événements qui ont été psychologiquement implantés. Ils peuvent croire absolument en des choses qui ne sont jamais arrivées. Et ils n'auraient aucun moyen de distinguer les vrais souvenirs des souvenirs fabriqués. Sidney Gottlieb a témoigné en 1975 que le but du MKUltra était de créer des capacités fiables de manipulation de la mémoire. Le document d'octobre 2025 a confirmé que cet objectif a été atteint. Il a été prouvé que de fausses perceptions ont été implantées chez des sujets humains. Le gouvernement américain a développé des armes psychologiques. Il les a testées sur ses propres citoyens. Et il les a utilisées exactement pendant la période où la zone 51 menait ses opérations les plus classifiées. La troisième couche du piège est complète. Informations classifiées, désinformation délibérée, manipulation psychologique. Vérité, mensonge et mémoire sont devenus indiscernables. Mais il y a une quatrième couche. Une qui explique pourquoi certains opérateurs n'ont jamais parlé. Une qui suggère que le silence ne consiste pas seulement à garder des secrets. C'est une question de survie. Car si le gouvernement était prêt à droguer Frank Olson au LSD et à le tuer lorsqu'il est devenu un problème, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire la même chose avec des opérateurs de la zone 51 qui menaceraient de révéler des informations vraiment sensibles? Qu'est-il arrivé aux opérateurs qui sont restés silencieux? Et pourquoi ont-ils choisi le silence? Et pourtant, les opérateurs vivants restent prisonniers du silence. Même après les aveux du Pentagone. Même après l'officialisation des pannes. Même après que toute la structure du déni se soit effondrée publiquement.
le silence ne s'est pas brisé. Cela nous amène à une question fondamentale. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse ces hommes à garder le silence, alors que le gouvernement lui-même a déjà admis qu'il y avait quelque chose à cacher? Pourquoi personne ne parle, même aujourd'hui? Pour comprendre cela, nous devons examiner l'infrastructure du secret qui entoure encore la zone 51. Et l'évaluation la plus récente est inquiétante. Les experts en sécurité décrivent le périmètre actuel comme plus dense que jamais auparavant. Pas moins. Plus. En 2025, malgré toute la prétendue transparence du gouvernement, la zone 51 est mieux protégée que dans les années 80. Cela suggère quelque chose d'important. Peu importe ce qui s'y trouve encore, quelqu'un ne veut vraiment pas que le public le voie. Mais qu'en est-il des opérateurs qui sont partis? Des retraités? De ceux qui ont passé des décennies loin de Groom Lake? Pourquoi ne parlent-ils pas? En 2013, un chercheur nommé Jim Goodall a affirmé avoir parlé à un opérateur non identifié qui avait fait une promesse. Selon Goodall, cet homme a dit qu'il révélerait tout publiquement en 2025, après avoir terminé 12 des 30 années dans des programmes noirs à Groom Lake. La phrase était précise. L'échéance était claire. 2025. Nous sommes en décembre 2025. La révélation n'a jamais eu lieu. Aucun ex-opérateur ne s'est manifesté. Aucune interview explosive. Aucune confession détaillée. L'échéance est passée dans un silence absolu. Et cela soulève une question encore plus troublante. Qu'est-il arrivé à cet homme? A-t-il changé d'avis? En a-t-il été empêché? Ou n'a-t-il jamais eu l'intention réelle de parler? Nous ne savons pas. Et il n'y a aucun moyen de le savoir. Car voici le problème central. Tout nouveau témoignage d'opérateurs de la zone 51 est extrêmement difficile à authentifier. Il n'y a pas de registre public de ceux qui y ont travaillé. Pas de liste d'employés. Pas de confirmation officielle d'identité. N'importe qui peut prétendre avoir travaillé dans la zone 51. Et quiconque y a réellement travaillé a l'interdiction légale de le confirmer. C'est le paradoxe parfait de la vérification. Donc, quand nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles les opérateurs gardent le silence, nous devons envisager toutes les possibilités. Et il y a 4 théories principales qui s'affrontent pour l'expliquer. Chacune a ses points forts. Chacune a ses problèmes. Et aucune ne peut être écartée. Théorie numéro 1. De véritables secrets existent encore. C'est l'explication la plus évidente. Les opérateurs protègent des technologies classifiées ou des programmes actifs. Peut-être y a-t-il encore des projets en cours dans la zone 51 qui ne peuvent être révélés. Peut-être que les essais d'avions expérimentaux continuent. Peut-être que les programmes d'accès spécial, les fameux SAP, Special Access Programs, opèrent encore dans le secret total. Et voici ce qui soutient cette théorie. Le système de classification de sécurité des États-Unis est bien réel. Il existe des niveaux comme Top Secret SCI, Sensitive Compartmented Information. Il existe des programmes auxquels même tous les membres du Congrès ne peuvent accéder. Il existe des accords de confidentialité à vie que les opérateurs signent avant d'entrer à Groom Lake. Et les sanctions en cas de violation sont sévères. L'Espionnage Act des États-Unis n'a pas de délai de prescription pour les informations classifiées. Cela signifie qu'un opérateur qui a travaillé dans la zone 51 en 1980 peut encore être poursuivi en 2025 s'il révèle quelque chose de protégé. Les conséquences incluent la prison à vie, la perte des pensions, la ruine financière de la famille. Donc, la théorie 1 dit, les opérateurs ne parlent pas parce que parler détruirait leur vie. C'est simple, c'est logique. C'est basé sur des faits juridiques vérifiables. Mais il y a un problème. Si les secrets ne concernaient que des avions expérimentaux ou une technologie conventionnelle, pourquoi le niveau de protection reste-t-il aussi extrême? Pourquoi la zone 51 est-elle plus protégée en 2025 qu'en 1985? Une technologie d'il y a 40 ans devrait déjà être déclassifiée. Les avions expérimentaux des années 80 sont déjà obsolètes. Alors, pourquoi l'infrastructure du secret continue-t-elle de croître? La théorie 1 explique le silence, mais n'explique pas l'intensité croissante. Théorie numéro 2, le conditionnement psychologique. C'est l'explication la plus sombre. Elle suggère que les opérateurs ont été soumis à des techniques de conditionnement mental qui rendent la révélation psychologiquement impossible. Ce n'est pas seulement la peur des conséquences juridiques, c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui empêche la capacité même de parler. Et cette théorie n'est pas aussi absurde qu'il y paraît. Nous savons que la CIA a mené des expériences de contrôle mental pendant le projet MKUltra. Nous savons que des techniques d'interrogatoire et de conditionnement ont été développées et appliquées. Nous savons que les programmes d'accès spécial peuvent inclure des protocoles psychologiques pour la protection des informations sensibles. Alors,
La théorie 2 demande. Et si les opérateurs de la zone 51 avaient subi un conditionnement qui rend la révélation non seulement dangereuse, mais psychologiquement insupportable? Et s'il y avait des déclencheurs mentaux qui empêchèrent de verbaliser certains souvenirs? Et si le silence n'était pas un choix conscient, mais une réponse programmée? Cela expliquerait pourquoi même les opérateurs à la retraite, loin des conséquences juridiques directes, ne parlent jamais. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Mais la théorie 2 a aussi un problème. Si le conditionnement était si efficace, pourquoi aurions-nous besoin d'accords de confidentialité légaux? Pourquoi l'espionnage acte serait-il nécessaire? Si le contrôle mental fonctionnait parfaitement, la structure juridique serait redondante. L'existence de sanctions sévères suggère que le gouvernement ne se fie pas uniquement au conditionnement psychologique. Ils ont besoin de conséquences réelles. Donc, la théorie 2 explique le silence absolu, mais n'explique pas pourquoi la structure juridique est autant mise en avant. Théorie numéro 3. Il n'y a rien à révéler. C'est l'explication sceptique. Elle affirme que les opérateurs ne parlent pas parce qu'ils n'ont vu que des aéronefs conventionnels, des essais de prototypes, une ingénierie aérospatiale avancée, mais terrestre. Aucun ovni, aucune technologie extraterrestre, aucun secret existentiel. Et cette théorie a sa propre logique. La zone 51 est officiellement une installation d'essai de l'Air Force. Le SR-71 Blackbird y a été développé. Le F-117 Nighthawk y a été testé. Des aéronefs expérimentaux qui semblaient impossibles à l'époque, mais qui étaient totalement humains. Peut-être que les opérateurs n'ont vu que la prochaine génération de ces appareils. Impressionnant, oui, mais pas surnaturel. Ainsi, la théorie 3 affirme. Le silence existe parce que le gouvernement protège un avantage technologique militaire, et non des secrets cosmiques. Les opérateurs ne révèlent rien car le faire compromettrait la sécurité nationale sans rien offrir d'extraordinaire au public. Mais la théorie 3 se heurte au problème le plus évident de tous. S'il n'y avait rien d'extraordinaire, pourquoi tant d'opérateurs ont-ils choisi la mort plutôt que de parler? Pourquoi des hommes sur leur lit de mort ont-ils gardé le silence? Pourquoi la pression psychologique décrite par les observateurs est-elle si extrême? S'ils n'ont vu que des avions, même des avions incroyables, pourquoi le poids du secret semble-t-il si écrasant? La théorie 3 explique l'absence de révélation, mais n'explique pas le coût émotionnel observable. Théorie numéro 4, les conséquences juridiques sont trop sévères. C'est l'explication pragmatique. Elle dit que les opérateurs ne parlent pas parce que les menaces sont réelles et les sanctions disproportionnées. La prison à vie en vertu de la loi sur l'espionnage. La destruction financière. Des enquêtes criminelles impliquant des familles entières. Le risque est trop grand, peu importe ce qui a été vu. Et il y a des preuves pour étayer cela. Les poursuites en vertu de la loi sur l'espionnage ont augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières décennies. Les lanceurs d'alerte ayant révélé des informations classifiées ont subi des conséquences brutales. Edward Snowden vit en exil. Chelsea Manning a passé des années en prison. Reality Winner a été condamné à plus de 5 ans pour avoir divulgué un seul document. Le gouvernement des États-Unis ne pardonne pas les fuites d'informations classifiées. Et les opérateurs de la zone 51 le savent mieux que quiconque. Ainsi, la théorie 4 conclut, le silence est une stratégie de survie. Les opérateurs pèsent la valeur de la révélation contre le coût personnel et choisissent le silence. Pas parce qu'ils ont été conditionnés, pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que parler détruirait tout ce qu'ils possèdent. Mais la théorie 4 laisse aussi quelque chose d'inexpliqué. Si les conséquences juridiques étaient la seule raison, on s'attendrait à voir au moins quelques tentatives de révélation anonymes. Des fuites contrôlées. Des informations filtrées par des intermédiaires. Des confessions sur le lit de mort enregistrées en secret et diffusées à titre posthume. Mais même cela n'arrive pas. Le silence est absolu. Il n'y a pas de brèche. Il n'y a pas de dérapage. Il n'y a pas d'exception. Cela suggère qu'il y a quelque chose de plus que la simple peur de la prison. Alors, où en sommes-nous? La théorie 1 dit « de véritables secrets existent », mais elle n'explique pas pourquoi la protection s'accroît avec le temps. La théorie 2 dit « le conditionnement psychologique empêche de parler », mais elle n'explique pas pourquoi la structure juridique est nécessaire. La théorie 3 dit « il n'y a rien d'extraordinaire à révéler », mais elle n'explique pas le coût émotionnel du silence. La théorie 4 dit « les conséquences juridiques sont trop sévères », mais elle n'explique pas l'absence totale de fuite. Chaque théorie saisit une part de vérité. Chaque théorie échoue sur un point critique. Et c'est peut-être exactement cela. Les 4 sont corrects simultanément. Les secrets sont réels, le conditionnement existe,
Une partie de ce qui a été vu est conventionnelle, et les sanctions sont brutales. Mais il y a une cinquième possibilité que personne n'avait envisagée avant 2025. Et si le silence ne servait pas à protéger des secrets? Et s'il ne s'agissait pas de la peur de la prison? Et s'il ne s'agissait pas de conditionnement mental ou d'absence d'information? Et si le silence servait à protéger la santé mentale? Car voici ce que nous savons sur les opérateurs de la zone 51. Ils ont vu quelque chose, c'est indéniable. Même en acceptant l'explication la plus sceptique, ils ont vu quelque chose que le gouvernement juge suffisamment important pour être protégé par toute cette infrastructure. Quelque chose qui justifie des décennies de déni. Quelque chose qui maintient des hommes dans le silence jusqu'à la mort. Mais que se passe-t-il quand vous voyez quelque chose que vous ne pouvez pas dire? Quand vous savez quelque chose que personne ne croirait? Quand votre propre expérience contredit tout ce que la société accepte comme réel? Que se passe-t-il quand la vérité que vous portez est littéralement indicible? Peut-être que le silence n'est pas imposé. Peut-être est-il choisi. Pas parce que parler conduirait à la prison, mais parce que parler apporterait quelque chose de pire. La désintégration complète de toute structure épistémologique vous permettant de continuer à fonctionner dans le monde réel. Et si le silence était la seule chose qui garde ces hommes sains d'esprit? Un opérateur de la zone 51 en 2025 fait face à une situation épistémique impossible. Pas difficile, pas improbable, impossible. Et voici ce qui rend cela différent de tout autre mystère que nous avons exploré. Car lorsque vous comprenez ce que je m'apprête à révéler, vous réalisez que nous n'avons pas affaire à une conspiration non résolue. Nous avons affaire à une conspiration architecturalement insoluble. 3 couches documentées, chacune confirmée, chacune opérationnelle. Et quand vous les assemblez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elles deviennent indiscernables. Juin 2025. Le Pentagone admet des opérations psychologiques délibérées. De fausses photos. Une mythologie ovni créée intentionnellement. Le projet Yankee Blue documenté, créant de faux observateurs avec des histoires authentiques. Des gens qui croient vraiment avoir vu des choses qui n'ont jamais existé. Octobre 2025. La CIA déclassifie des techniques du MK-Ultra. Implantation de faux souvenirs. Induction de perception. Création de témoins qui trompent les détecteurs de mensonges car pour eux, le souvenir est réel. Neurologiquement indiscernable d'une expérience authentique. Et entre ces deux révélations, sur 4 décennies, de 1980 à aujourd'hui, décembre 2025, des témoignages d'opérateurs de la zone 51 continuent d'émerger. Histoire de rencontres. Rapports sur la technologie. Description d'être. Or, c'est là que l'architecture devient parfaite. Tout témoignage individuel d'un opérateur de la zone 51 pourrait s'inscrire simultanément dans 3 catégories différentes. Et il n'existe aucun test connu capable de les distinguer. Catégorie 1. Observation authentique d'un aéronef classifié. L'opérateur a réellement vu le projet Aurora, la technologie de propulsion qui ressemble à de la physique extraterrestre. Le prototype qui ne serait révélé que 20 ans plus tard. Son souvenir est réel. Sa perception est précise. Mais le programme est si secret qu'aucune confirmation ne viendra. Jamais. Catégorie 2. Produit d'une opération psychologique. Le Pentagone a délibérément implanté le récit, utilisé l'induction Yankee Blue, créé une histoire de couverture si convaincante que l'opérateur lui-même l'a absorbée. Il ne ment pas. Il répète une mythologie conçue de toutes pièces, et pour lui, cela semble absolument authentique. Catégorie 3, artefacts de manipulation de la mémoire. Des techniques dérivées du MK-Ultra ont été appliquées, de fausses perceptions ont été implantées, et maintenant l'opérateur possède un souvenir neurologiquement indiscernable d'une expérience authentique. Les détecteurs de mensonges ne peuvent pas le déceler. L'hypnose ne peut révéler aucune incohérence. Parce qu'au niveau cérébral, le souvenir est réel. Mais voici le véritable coup de maître de l'architecture. Une 4e possibilité. Celle qui rend tout le système définitivement indéchiffrable. Une combinaison des 3. L'opérateur a réellement observé une technologie classifiée. L'observation a été psychologiquement cadrée pour ressembler à la mythologie ovni. Et ensuite, le souvenir a été amélioré par des techniques de perception pour rendre certains détails plus vifs. Vérité enveloppée de tromperie, elle-même enveloppée de manipulation. Des couches dans des couches, dans des couches. Et maintenant, essayez d'imaginer un test qui pourrait séparer ces possibilités. Si vous demandez confirmation de programme classifié, le gouvernement dira non. Soit parce que le programme n'a jamais existé, soit parce qu'il est toujours secret. Même réponse. Raison différente. Aucune distinction possible. Si vous appliquez une analyse psychologique, la personne réussira.
Parce que les opérations psychologiques, par définition, créent de fausses croyances ressenties comme authentiques. Il n'y a pas de marqueur psychologique de tromperie lorsque le sujet lui-même croit au récit. Si vous utilisez la neuroimagerie pour vérifier les souvenirs, ils paraîtront réels. Parce que la manipulation de la mémoire ne laisse aucune preuve physique. Le cerveau ne marque pas les souvenirs implantés comme différents des souvenirs naturels. Neurologiquement, ils sont identiques. Et maintenant, la pièce de résistance. Chaque couche empêche réellement la découverte des autres. Les programmes classifiés restent non divulgués. Donc les observations authentiques ne peuvent être confirmées. Cela signifie que nous ne saurons jamais si un témoignage reflète une technologie réelle ou une mythologie implantée. Les opérations psychologiques créent des récits authentiques, donc les témoignages fabriqués semblent authentiques. Cela signifie que nous ne pouvons jamais faire totalement confiance à un récit, aussi sincère que le témoignage puisse paraître. Et la manipulation de la mémoire ne laisse aucune trace physique, donc les faux souvenirs implantés semblent réels. Cela signifie que même l'opérateur lui-même ne peut être certain de ce qu'il a réellement vécu. 3 systèmes. Chacun documenté. Chacun opérationnel. Chacun empêchant la vérification qui exposerait les autres. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une capacité gouvernementale documentée rencontrant une tromperie gouvernementale documentée. En juin 2025, nous savons que le Pentagone a délibérément créé la mythologie OVNI. Documentée. En octobre 2025, nous savons que la CIA a développé des techniques d'implantation de mémoire, déclassifiées. Et sur 4 décennies, les témoignages d'opérateurs de la zone 51 ont continué d'émerger. Continue. Maintenant, rassemblez ces 3 vérités. Tout opérateur ayant vu quelque chose dans la zone 51, entre 1980 et 2025, se trouve dans une position épistémologiquement impossible. Ils ne peuvent pas vérifier ce qu'ils ont vécu. Ils ne peuvent pas distinguer une observation réelle d'un récit implanté ou d'un souvenir manipulé. Et nous non plus. Ni avec un détecteur de mensonges, ni avec l'hypnose, ni avec la neuroimagerie, ni avec des documents déclassifiés, ni avec les fuites de lanceurs d'alerte, ni avec les aveux du Pentagone. Parce que chaque méthode qui pourrait exposer une couche est mise en échec par les 2 autres. Et voici ce qui rend cela définitivement insoluble. Disons qu'un opérateur se manifeste demain, décembre 2025, avec des descriptions détaillées, avec une cohérence temporelle, avec des détails spécifiques qui semblent trop authentiques pour être inventés. Possibilité 1. Il dit la vérité sur une technologie classifiée. Probabilité inconnue. Possibilité 2. Il est le produit d'une opération psychologique du Pentagone. Probabilité documentée. Possibilité 3. Il a des souvenirs implantés par des techniques du MK Ultra. Probabilité confirmée. Possibilité 4. Une combinaison des 3. Probabilité architecturale. Aucun test ne sépare ces catégories. Aucune enquête ne résout l'ambiguïté. Aucune révélation future ne lève l'incertitude. Parce que les 3 capacités existent simultanément. Les 3 ont été confirmées. Et les 3 produisent des témoignages indiscernables. C'est la matrice de l'impossibilité. Ce n'est pas que nous manquons de preuves. C'est que la nature même de la preuve a été compromise à 3 niveaux simultanés qui se renforcent mutuellement. Le secret défense empêche toute confirmation. Les opérations psychologiques créent une fausse authenticité. La manipulation de la mémoire efface la distinction physique. Et quand vous comprenez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre esprit. Vous arrêtez de chercher quelle explication est la vraie. Et vous commencez à comprendre que l'impossibilité elle-même est le but. Ce n'est pas un mystère irrésolu attendant plus de preuves. C'est un mystère structurellement insoluble, où l'architecture même du système garantit que la vérité demeure indécidable à jamais. Et ce n'est pas un accident. Quand 3 systèmes séparés, chacun documenté, chacun confirmé, convergent pour créer une impossibilité épistémologique, vous ne regardez pas une faille bureaucratique. Vous contemplez une conception intentionnelle. L'objectif n'est pas de cacher la vérité. L'objectif est de rendre la catégorie même de vérité dénuée de sens. Un opérateur de la zone 51 pourrait dire la vérité, répéter des psiops, ou réciter des souvenirs implantés, et aucun test humain ne pourrait faire la distinction. Même l'opérateur lui-même ne le saurait pas. Ça, c'est le pouvoir. Pas le pouvoir de garder des secrets. Le pouvoir de rendre la quête de la vérité structurellement impossible. Et en décembre 2025, malgré les aveux du Pentagone sur les fausses photos, malgré la déclassification par la CIA de la manipulation mémorielle, malgré 4 décennies de témoignages d'opérateurs, aucune divulgation crédible n'a émergé. Aucun document n'a fuité pour résoudre l'ambiguïté. Aucun lanceur d'alerte n'est apparu avec des preuves concluantes.
Aucune enquête du Congrès n'a pénétré les couches. Et maintenant, vous savez pourquoi. Parce que le système a été conçu pour que toute preuve s'adapte simultanément à de multiples explications. Tout témoignage pourrait être réel, planté ou manipulé. Tout document pourrait être authentique, de la désinformation ou une opération psychologique. Chaque élément de preuve renforce l'impossibilité au lieu de la résoudre. Ce n'est pas une conspiration irrésolue. C'est une conspiration insoluble. Et peut-être, juste peut-être, est-ce la révélation la plus importante de toutes. Parce que lorsque vous comprenez que la vérité sur la zone 51 est structurellement indéchiffrable, lorsque vous réalisez que les opérateurs ne peuvent pas vérifier leurs propres expériences, lorsque vous voyez que chaque méthode d'enquête est mise en échec par des systèmes documentés et confirmés, vous arrêtez de demander ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Et vous commencez à demander quel type d'institution construit l'impossibilité épistémologique comme une fonctionnalité opérationnelle. Nous ne saurons peut-être jamais ce que les opérateurs de la zone 51 ont vraiment vécu. Et c'est exactement le but. Mais impossibilité ne signifie pas insignifiance. Car ce que cette matrice révèle ne concerne pas les extraterrestres, les aéronefs ou la technologie classifiée. C'est à propos de quelque chose de bien plus fondamental sur la façon dont fonctionne le pouvoir institutionnel quand la vérité devient un problème à gérer, plutôt qu'une valeur à protéger. Et cette révélation, contrairement aux témoignages des opérateurs, est parfaitement vérifiable. Alors, que nous enseigne vraiment le témoignage de l'opérateur de la zone 51 ? Comment une histoire impossible à vérifier nous révèle-t-elle des vérités sur les secrets institutionnels qu'aucune confession vérifiée ne pourrait jamais dévoiler ? Car voici ce que nous avons découvert après avoir traqué 3 niveaux de tromperie, analysé les schémas de déclassification de 70 ans et confronté la réalité de décembre 2025. Le témoignage de l'opérateur de la zone 51 n'est pas impossible parce que l'opérateur ment. Il est impossible parce que le système a été conçu pour rendre la vérité structurellement inaccessible. 3 niveaux. Vous vous souvenez ? Niveau 1. Le secret opérationnel garde la vérité verrouillée tant que les programmes sont actifs. Niveau 2. La déclassification sélective libère d'anciennes tromperies une fois que la pertinence opérationnelle a expiré. Niveau 3. Le secret permanent protège les capacités actuelles, peu importe le nombre d'opérateurs qui parlent. Ce n'est pas un bug, c'est l'architecture. La zone 51 n'est pas une installation, c'est un plan directeur. Un modèle de la façon dont les institutions puissantes mettent en échec la quête de la vérité sans jamais l'affronter directement. Vous ne supprimez pas les témoins. Vous créez un environnement où les vrais témoins sont indiscernables des fabulateurs. Vous ne cachez pas les preuves. Vous vous assurez que les vraies preuves soient classifiées avec la même rigueur que celles qui protègent les mensonges opérationnels. Vous ne niez pas les programmes. Vous admettez les tromperies d'il y a 70 ans tout en gardant le silence sur les opérations actuelles. Et ça marche. Ça marche parfaitement. Pensez-y. Le Pentagone a admis en 2013 que la zone 51 existe. Il a admis les tests d'avions U-2. Il a admis les programmes Oxcart et Havdugnet. Ces aveux sont traités comme des victoires de la transparence. Enfin, le gouvernement est honnête, n'est-ce pas? Faux. Ces aveux font partie du système. La zone 51 a été confirmée 57 ans après le début des opérations U-2. Le programme a été déclassifié une fois les avions U-2 devenus obsolètes. La transparence est arrivée après que la vérité a perdu sa valeur opérationnelle. Maintenant, projetez ce modèle vers l'avenir. Décembre 2025. Aucune divulgation crédible d'opérateurs malgré les aveux du Pentagone. Réalité sécuritaire. Les opérations de la zone 51 continuent. De nouveaux programmes secrets sont probablement en cours. Modèle de déclassification. Le Pentagone libère des tromperies vieilles de 70 ans, mais garde le silence sur les programmes actuels. Perspective future. Les révélations de 2025 ne seront pas la dernière couche. Attendez-vous à plus de déclassification dans les décennies à venir. Vous voyez le schéma? Le gouvernement admet la dissimulation une fois que la pertinence opérationnelle a expiré. Les programmes actuels suivent la même trajectoire. La vérité sera révélée en 2095, pas en 2025. Et les témoignages d'opérateurs? Ils sont coincés entre deux eaux. Les véritables opérateurs sont légalement tenus au silence. Les affabulateurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Le résultat? Toute affirmation d'opérateur devient épistémologiquement équivalente. Impossible à vérifier. Impossible à réfuter. Suspendu en permanence dans une incertitude cognitive. Ce n'est pas un défaut du système, c'est le système qui fonctionne comme prévu. Car voici ce que font réellement 3 niveaux de dissimulation. Ils ne protègent pas seulement les capacités technologiques. Ils protègent la capacité même de garder des secrets.
La zone 51, ce n'est pas ce qui y est caché. C'est le maintien indéfini du mécanisme de dissimulation. Et ça marche parce que nous, le public, ne pouvons pas résister à l'envie de résoudre des mystères. Songez au témoignage initial de l'opérateur. J'ai vu ce que Dieu est vraiment. Ce n'est pas un extraterrestre. Cette affirmation fait s'accélérer votre pensée. Qu'a-t-il aperçu? Une technologie extradimensionnelle. Une conscience transcendante? Une distorsion de la réalité? Votre esprit élabore automatiquement des suppositions. Il ne peut pas faire autrement. Et chaque hypothèse que vous générez renforce l'impossibilité. Car sans vérification, chaque théorie est tout aussi plausible, tout aussi improbable, tout aussi prisonnière de cette suspension cognitive. C'est ça, la tension cognitive. L'inconfort psychologique de détenir des informations contradictoires sans résolution. Les humains détestent dire ça. Nos cerveaux sont câblés pour résoudre l'ambiguïté, combler les lacunes, parvenir à des conclusions. Mais la zone 51 ne résout jamais rien. Elle ne peut pas. Elle n'en a pas le droit. Et voici le coup de théâtre. Cette tension permanente, cet état de ne jamais savoir. Cela a une valeur réelle. Pas en tant que divertissement. En tant qu'outil épistémologique. Parce que les mystères insolubles nous apprennent quelque chose que les faits vérifiés ne peuvent pas. Ils nous enseignent les limites de la connaissance, les frontières de la vérifiabilité, la différence entre la preuve et la vérité. La zone 51 n'est pas fascinante parce que nous pouvons la résoudre. Elle est fascinante parce que nous ne le pouvons pas. Et accepter cette impossibilité, l'accepter vraiment, fait de nous de meilleurs penseurs. Réfléchissez à ce que vous avez gagné dans cette exploration. Pas des réponses faciles, une structure de pensée, la compétence d'analyser des prétentions impossibles sans les repousser ou les avaler bêtement. La faculté de dérouler les strates de dissimulation sans supposer que vous approchez de la vérité définitive. La sagesse que certaines questions sont faites pour demeurer sans réponse. C'est ça, la vraie connaissance. Plus précieuse que n'importe quelle affirmation vérifiée d'opérateur. Car si un véritable opérateur apparaissait demain avec des preuves vérifiables, si la zone 51 était complètement dévoilée, l'histoire s'arrêterait. Le mystère serait résolu. Et nous perdrions la tension cognitive qui nous apprend à naviguer dans l'incertitude. Mais tant que le mystère reste impossible, tant que le témoignage de l'opérateur reste suspendu entre vérité et fabrication, nous pouvons continuer à étudier comment les institutions utilisent le secret comme structure de pouvoir. Et cela nous amène à décembre 2025. Aujourd'hui. Statut actuel. Aucune divulgation crédible d'opérateurs, malgré les aveux du Pentagone sur les programmes historiques. Les opérations de la zone 51 continuent. De nouveaux programmes secrets sont vraisemblablement en cours. Le modèle de déclassification se maintient. Le gouvernement admet les dissimulations une fois que la pertinence opérationnelle a expiré. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? C'est simple. Les programmes actuels font face à la même trajectoire que l'U2, Oxcart, Have Dognut. La vérité sera révélée quand elle n'aura plus d'importance opérationnelle. Attendez-vous à des aveux dans les prochaines décennies sur ce qui se passe maintenant en 2025. Mais en 2025, silence. Et les témoignages d'opérateurs, ils resteront impossibles. Parce que le secret institutionnel s'auto-perpétue indépendamment du témoignage individuel. Alors voici ce que nous avons vraiment découvert sur la zone 51. Pas ce qui s'y passe, mais comment le concept même de là-bas est protégé. Comment les institutions gardent des secrets grâce à une architecture en couches qui rend la vérité structurellement inaccessible. Comment la déclassification fonctionne comme une soupape de sécurité, relâchant la pression publique par des aveux historiques, tout en protégeant les opérations actuelles. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'analyse systémique. Et si cela vous frustre, si vous voulez de vraies réponses, pas une analyse structurelle, cette frustration fait partie du design. Parce que tant que vous êtes frustré par le manque de réponses, vous ne remettez pas en question le système qui rend les réponses impossibles. Mais maintenant, vous le faites. Maintenant, vous voyez l'architecture. Alors que faisons-nous de ce savoir? Comment transformons-nous l'impossibilité en perspicacité? Nous honorons le mystère. Nous respectons l'inconnaissable, et nous étudions ce que l'impossibilité révèle sur les structures de pouvoir. Parce que la zone 51 nous enseigne quelque chose de profond. Certaines vérités ne sont pas accessibles par l'enquête. Certaines questions ne peuvent être résolues par des preuves. Certaines structures de pouvoir opèrent précisément en maintenant la connaissance hors de portée, en permanence. Et reconnaître cela, le comprendre vraiment, n'est pas une défaite. C'est de la sagesse. Parce que maintenant, vous comprenez.
Vous comprenez que le témoignage de l'opérateur de la zone 51 demeure irrésoluble en 2025. Vous en saisissez les raisons. Et vous comprenez que cette impossibilité est bien plus captivante que n'importe quelle réponse confirmée ne pourrait l'être. Nous explorons l'impossibilité. Nous honorons le mystère. Nous respectons l'inconnaissable. Et nous gagnons quelque chose de plus précieux que des réponses. Une structure pour comprendre comment le pouvoir institutionnel fonctionne à travers ce qu'il cache. Si vous appréciez les mystères qui respectent l'impossibilité, qui traitent la tension cognitive comme un outil épistémologique, qui trouvent du sens dans l'incertitude permanente, restez avec nous. Tu comprends maintenant pourquoi le témoignage de l'opérateur de la zone 51 demeure impossible en 2025. Tu maîtrises les 3 strates de la tromperie. Tu vois comment la déclassification fonctionne comme une soupape de sécurité. Tu perçois pourquoi les programmes actuels empruntent la même trajectoire. La vérité en 2095, certainement pas en 2025. Et tu saisis pourquoi c'est plus fascinant que n'importe quelle divulgation complète. Parce que les mystères insolubles nous apprennent à naviguer dans l'incertitude. Et en décembre 2025, avec la désinformation omniprésente, les algorithmes qui façonnent notre perception, et une vérité de plus en plus contestée, cette compétence est cruciale. La zone 51 ne concerne pas les extraterrestres, ni la technologie. Elle concerne la façon dont les institutions utilisent le secret comme une architecture permanente de pouvoir. Et étudier cette architecture à travers un témoignage impossible? Cela nous rend plus aptes à détecter quand nous sommes gérés, manipulés, maintenus dans une incertitude perpétuelle. C'est ça, le vrai savoir. Plus précieux que n'importe quelle affirmation vérifiée d'un opérateur ne pourrait jamais l'être. Tu saisir maintenant quelque chose que presque personne ne percevra. Que l'impossibilité ne signifie pas absence de savoir. C'est la manifestation d'une structure. Et cette architecture, 3 niveaux de tromperie servant de schéma au secret institutionnel, fonctionne encore impeccablement en 2025. 70 ans après les premières opérations. 12 ans après les aveux du Pentagone. Des décennies avant les prochaines déclassifications. Le système perdure. Et maintenant, tu vois comment. Si tu aspires à explorer 47 autres cas d'énigmes permanentes, des mystères pensés pour demeurer insolubles, des architectures qui révèlent le pouvoir par l'impossibilité, des tensions cognitives qui enseignent plus que les faits vérifiés ne le pourraient jamais. Si tu souhaites intégrer une communauté qui traite l'incertitude comme un atout et non comme une contrariété, abonne-toi. Car nous avons des décennies d'impossibilités à explorer ensemble, des mystères qui demeuraient impossibles. Et chacun d'eux nous apprend quelque chose sur les limites du savoir, les frontières de la vérifiabilité, et la façon dont le pouvoir opère à travers ce qui ne peut jamais être totalement connu. La zone 51 ne sera pas la dernière. C'est juste là où nous commençons à voir le schéma. Clique pour explorer les 47 énigmes suivantes. À bientôt là-bas. Là où l'impossibilité accède à la perspicacité. Et où le mystère demeure éternellement captivant. Car en 2025, saisir comment ne pas connaître peut être bien plus puissant que n'importe quelle réponse que les institutions ne livreront jamais. Et cette compréhension, elle débute ici, maintenant. Avec ta volonté d'explorer l'impossibilité plutôt que de l'esquiver, les prochains mystères t'attendent. Et chacun t'apprendra à penser à travers l'incertitude avec plus de clarté que la plupart des gens ne pensent à travers des faits. C'est la promesse. C'est le voyage. C'est la communauté. Bienvenue dans les 47 énigmes permanentes. Là où l'impossibilité n'est pas la fin de l'enquête. C'est le début de la véritable compréhension.